spectateurs, des auditeurs, pardon, oui. des auditeurs, et merci de me recevoir une fois de plus. Cela fait quand même plusieurs années qu'on se rencontrait. Il était toujours question de parler de la violence scolaire. Est-ce qu'on peut dire que les choses ont évolué en bien ou nécessairement en mal? Alors, tu rappelles effectivement quelque chose d'important, parce que à la sortie de mon premier ouvrage, Délinquance juvénile, New Look, stupéfiants et sexualité en milieu scolaire, Oui. tu as été le premier à m'inviter sur ton plateau pour débattre de cette question. Et je reviens quelques années avec un autre ouvrage pratique, je ne vais pas dire similaire, mais la continuité de la même idée, traiter de non-violence à l'école. C'est pour dire que depuis le temps, j'ai mûri. J'ai mûri sur la question. J'ai essayé, au-delà de la simple dénonciation, de faire des propositions cette fois-ci, de comment sortir de cette ambiance de violence globale que nous rencontrons dans nos établissements scolaires aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que le titre est assez évocateur, parce que c'est le traité de non-violence à l'école. Donc c'est une forme de réflexion, même si c'est un prolégomène, parce que je me dis que la réflexion va pouvoir se poursuivre. C'est une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une école aujourd'hui qui est non-violente. Vous avez dit que l'écriture a mûri, c'est une réalité, parce qu'on va aussi bien sur le plan de la méthodologie. Vous estimez que la violence, on ne peut pas comprendre, ni la comprendre, ni la résoudre, en se fixant simplement sur seule base, notre environnement immédiat. La violence scolaire, pour vous, est un problème mondial. C'est-à-dire, ça a commencé ailleurs, ça a commencé plus loin, et le Cameroun ne fait pas exception en la règle. Oui, c'est une façon de voir, la chose qui est effectivement correcte. Parce que effectivement, dans ce que j'essaie de démontrer dans le livre, c'est que la violence est d'abord, enfin, quand on parle de la milieu scolaire, elle est endogène et elle est exogène. Et je suis en train de dire que lorsqu'une société construit une société qui est construite sur les bases de la violence, lorsque cette société-là crée une école, cette école-là porte en elle les germes de la violence. Et donc, c'est donc une violence exogène qui se répercute à l'école. Et je suis aussi en train de dire qu'au sein même de l'école, il y a déjà une certaine forme de violence que nous qui sommes éducateurs, nous qui sommes enseignants, nous devons essayer de contrôler, qui est une violence qui est en fait en train d'être accentuée. Et il y a un auteur français qui illustre mieux cela en disant que les sociétés se sont construites sur la base de la violence, s'appelle Boris Cyrulnik. Il dit que les sociétés se sont construites sur la base de la violence. Pendant longtemps, on adulait ceux qui allaient à la conquête des territoires. Et donc, il y a dans cette base, cette forme de violence-là, qui est en fait une forme de violence symbolique qui a toujours été, d'une certaine façon, acceptée. Et c'est dans cette forme de violence-là que nous aussi nous sommes nés. Et on a envie, comme ça, que toute gaune, l'école, ou alors la société dans laquelle nous vivons, juste une société de non-violence. Il y a un vrai processus il y a un vrai processus sur lequel il faut passer pour arriver à obtenir, si ce n'est que pour l'école, un vrai milieu de non-violence. Et c'est cette réflexion-là que je propose aux lecteurs. Pour avoir des États construits aujourd'hui, on a dû passer par des guerres d'indépendance. On a dû passer par de grandes révolutions d'enforcement. La société en elle-même est violente. Et donc, plus tard, ça se répercute sur les enfants, sur le milieu éducatif, sur le milieu scolaire. Alors, pour parler spécifiquement du Cameroun, vous avez proposé des solutions. Est-ce que dans le fond, il ne faut pas une restructuration totale? D'abord, du milieu éducatif en lui-même. Ensuite, peut-être un nouveau regard de l'ensemble des éducateurs. Oui, dit comme ça paraît simple. Dit comme ça paraît simple. Mais effectivement, la démarche devrait prendre en compte ça. C'est-à-dire qu'on devrait véritablement aller dans un processus de restructuration profonde de l'éducation et même du système scolaire par là. Mais cette éducation, puisque c'est une restructuration profonde, elle doit commencer par les vraies bases, c'est-à-dire la famille. Et ensuite, quand on va arriver sur la perspective gouvernementale, elle doit aussi tenir en compte les politiques publiques qui sont mises en place. Quelles sont les politiques publiques éducatives, par exemple, qui sont mises en place aujourd'hui et qui entourent ou alors qui coordonnent l'action éducative scolaire? Parce que c'est autant de réflexions qu'il faut avoir. Quand je mettais par exemple sur la place publique délinquance juvénile New Look, j'étais en train d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'accentuation
des drogues qui se trouvent en milieu scolaire. Et j'étais en train de dire que le gouvernement avait une part de responsabilité parce que le Cameroun, qui jadis n'était pas une terre d'accueil de ces produits psychoactifs, on est devenu un. Et donc, j'étais en train de dire, attention, si le Cameroun est devenu une terre d'accueil de ces produits, ça veut dire que ces produits-là vont plus facilement arriver dans nos écoles. Donc, il faut pouvoir mettre fin à ce processus-là. Et donc, quand on évolue aujourd'hui, en 2022, pour répondre à la question de façon globale, la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Luanga, j'en parle d'ailleurs dans le livre, a organisé un colloque international sur la violence en milieu scolaire. C'était en fait une plateforme qui m'a beaucoup intéressé. Je n'y ai pas été associé, mais elle m'a beaucoup intéressé parce que c'était un moyen de réunir tous les acteurs pour qu'ils viennent apporter des propositions pour endiguer la question, pour enlever la question de la violence. Enfin, je ne sais pas si on peut l'enlever de façon totale, mais pour trouver des moyens de commencer à éradiquer la violence en milieu scolaire. Et effectivement, les acteurs ont réfléchi. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que chaque personne avait son idée en fonction du référentiel qu'il utilisait pour comprendre et pour expliquer la violence. Et à la suite de ceci, puisque j'étais déjà en train d'écrire mon livre, je me suis dit, il faut effectivement réfléchir à la violence en regardant tous ces aspects, mais aussi en se disant que si le gouvernement, à partir de cette action, si le gouvernement ne prend pas véritablement le bras le corps, le problème de la violence, et si on n'essaye pas de questionner ce problème pour trouver des solutions, eh bien, on va s'en sortir. Il faut trouver des solutions, et d'ailleurs, vous nous faites savoir que la famille, c'est d'abord le premier endroit, le premier espace où on devrait éloigner l'apprenant de la violence. Dans un environnement hostile, dans un environnement de violence, dans une famille violente, on aura forcément des élèves qui viendront avec des stigmates à l'école et forcément vont se conduire de la même façon qu'ils ont vu que leurs parents se conduisent à la maison ou au quartier. Oui, ça c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis qu'il y a des violences de la société, de la famille, qui sont effectivement retransmises à l'école. Il ne faut pas croire aujourd'hui que l'apprenant qui vient à l'école est tabula rasa, comme on dit souvent. Il est un vase vide qu'il faut totalement remplir. Même au plan de son éducation, son développement psychomoteur, psychoaffectif, il y a un impact important de sa famille, de ses parents proches et bien entendu de la communauté dans laquelle il a grandi. Et donc, c'est un enjeu majeur que les parents doivent prendre en compte. Chacun doit jouer son rôle. Oui, chacun doit jouer son rôle. Il ne faut pas penser que c'est l'école uniquement qui peut réussir. Enfin, quand je dis l'école, je veux dire l'enseigne, l'école, dont les enseignants qui peuvent réussir par une quelconque baguette magique, à éradiquer la violence. Donc, ça doit effectivement commencer par la famille. Il faut pouvoir structurer l'enfant de sorte qu'il soit un être non violent. Et bien entendu, l'école prendra le relais. C'est donc un tort que de dire qu'aujourd'hui les enfants sont violents à l'école simplement parce que les enseignants ne font plus exactement leur travail. Mais à l'intérieur de votre livre, vous essayez de présenter quelques propositions. Comment est-ce que l'enseignant devrait se conduire devant l'élève? On voit même que à partir de l'habillement, l'enseignant cultive le respect et la considération pour sa personne. C'est quand même un aspect qui n'est pas à négliger, qui est évoqué dans le livre. Oui, vous prenez le sujet par le bout. Effectivement, je ne veux pas dire que c'est dommage, mais c'est facile lorsqu'il y a des sujets comme ceci liés à la violence, de dire que c'est parce que l'enseignant ne fait plus son travail, c'est parce que les enseignants ont quitté les salles de classe, c'est parce que les enseignants ne sont pas assez bien payés. Ça, ce sont effectivement des éléments qui peuvent être pris en compte, mais qui ne sont pas des éléments nécessairement prioritaires. L'élément central, c'est l'enfant qu'on accueille à l'école a été encadré où? Il a été encadré comment? Et quand il arrive à l'école, effectivement, et moi je le dis sans embâche, c'est pas parce que je fais une quelconque atteinte à mes collègues ou alors
une quelconque dénonciation spécifique. Non, je le dis parce que je fais partie de cette corporation. Bon, c'est plus facile pour moi de parler de ma chapelle. Je suis effectivement en train de dire aux enseignants, et je me base sur un ensemble d'éléments, que en tant que représentant de l'autorité publique, vous avez la responsabilité, par votre façon d'être, par votre façon de faire, d'incarner un certain niveau de respect, d'incarner une certaine forme d'autorité qui pousse l'enfant à ne pas avoir à agir sur vous, avec vous, d'une certaine façon. Et je suis en train de dire dans le livre que beaucoup d'enseignants ont oublié cet aspect. Et dans le livre, je définis les différentes postures. Je suis en train de dire qu'il y a plusieurs postures d'autorité. L'enfant, quand il grandit avec la première figure d'autorité qui est la figure d'autorité parentale, les parents, le père, la mère. Après, quand il va à l'école, il va rencontrer une deuxième figure d'autorité qui est le maître, la maîtresse. Et très facilement, vous allez vous rendre compte que ces deux figures d'autorité entrent en dualité parce que parfois, le parent va dire quelque chose, l'enfant va dire que non, le maître a dit que. Donc, le parent et enfin, l'enfant commence à mettre en dualité les deux figures d'autorité. Et la troisième figure d'autorité, bien entendu, qui est la figure qui coiffe tout ça, c'est la figure d'autorité qui est l'autorité publique, l'autorité de politique publique. Je crois que c'est comme ça que j'ai formulé ça. Et donc, lorsque l'enseignant ne remplit pas convenablement sa figure d'autorité, voilà, lorsqu'il n'incarne pas convenablement sa figure d'autorité, ça déteint sur l'enfant. Ça déteint sur le rapport qu'il a avec l'enfant. Donc, autant on va demander aux parents de pouvoir incarner au mieux sa figure d'autorité, sa figure d'autorité parentale, autant il faut demander à l'enseignant d'incarner au mieux sa figure d'autorité. Il est difficile pour un enfant qui ne respecte déjà pas ses parents à la maison de respecter un enseignant. Oui, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave parce que effectivement, mais difficile n'est pas impossible. Vous savez, nous avons souvent vu des cas où un parent n'arrive pas un enfant n'arrive pas entre guillemets à contrôler son enfant. Il espère que celui-ci sera redressé à l'école. Et je veux même dire qu'on voit dehors un enseignant qui arrive à donner certaines directives à cet enfant-là. Mais c'est vraiment parce que l'enfant réussit à voir en cet enseignant la figure d'autorité dont je parle. Et la figure d'autorité ne se manifeste pas seulement avec la violence. C'est pour ça que je disais que vous avez pris le problème par la fois. Oui. La figure d'autorité ne se manifeste pas avec la violence. Très souvent, qu'est-ce que les enseignants, eux aussi, ils pensent? Ils pensent que pour faire imposer ou alors pour faire asseoir leur figure d'autorité, il faut qu'ils utilisent la violence sur les enfants. Physique et même, verbal. Physique, verbal et autres, même émotionnel, tout ce que vous pouvez voir que le livre cite comme étant des actes de violence. On a bien l'impression que le livre dit que la violence finit par entraîner la violence dans le cas de figure. Oui, dans le cas de figure, la violence finit par entraîner la violence parce que si vous avez un enfant qui ne sait pas se tenir déjà chez lui et vous, à votre tour, en tant qu'enseignant, vous essayez encore d'appliquer sur lui des actes de violence, vous êtes bien sûr qu'il va vous répondre par des actes de violence. Est-ce que vous vous êtes rassuré que votre attitude, votre posture, votre façon d'être incarne une certaine forme d'autorité pour que l'enfant vous accorde du respect? Ça, c'est ce que les enseignants doivent travailler. Est-ce que finalement, en enlevant à l'enseignant la possibilité de punir l'élève, soit en le retirant de la salle de classe, en le bastonnant, donnant quelques punitions, l'impossibilité désormais de retirer l'enfant, est-ce que ça n'a pas amoindri l'autorité finalement de l'enseignant? Alors, je vais répondre à cette question parce qu'on me la pose depuis très longtemps avant que je n'écrive le livre. Non. En fait, alors, je ne dis pas non parce que j'étais à la base de cette décision-là, mais parce qu'en fait, telle que je la comprends, telle que je la vis, telle que je l'expérimente et telle que je me projette, quand vous avez une posture d'autorité qui inspire le respect, vous comprenez, Jean-Jacques, ça peut paraître superflu quand on n'est pas enseignant, mais quand on est enseignant, on comprend ce que je veux dire. Quand vous avez une posture d'autorité qui inspire le respect, vous n'avez pas besoin de faire usage du fouet pour vous faire respecter. Quand vous avez une posture qui inspire le respect, quand vous demandez à un élève, entre guillemets, de sortir de la classe, vous n'avez pas besoin de faire
des milliers d'efforts pour que l'enfant sorte. C'est même ses camarades qui vont lui dire, mets-toi dehors, on veut faire le cours. Ce que beaucoup d'enseignants, et je le dis dans le cours, c'est il faut faire une sorte de réappropriation de nos armes en tant qu'enseignants. Et ça, c'est très important. Parce que une école est conçue de sorte qu'il y ait des enseignants qui viennent pour enseigner. Qu'il y ait des surveillants qui soient là pour mettre de la discipline. Qui s'occupent de la discipline, effectivement, au sein de l'établissement. Au sein de l'établissement. Et qui est les censeurs et les proviseurs pour sanctionner quand le cas échéant est beaucoup plus grave. Et donc, vous avez un enfant qui est dans votre salle de classe, à qui vous dites, monsieur, calmez-vous, et qui ne veut pas. Vous lui dites une deuxième fois, monsieur, calmez-vous. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez l'impression que c'est à vous, l'enseignant, après avoir dit à un élève 2 fois de suite, monsieur, calmez-vous, il ne se calme pas, monsieur, calmez-vous, il ne se calme pas. C'est à vous d'aller on dit au quartier, cravater, c'est-à-dire tenir la chemise. De l'extirper de la salle de classe. L'extirper de la salle pour le mettre dehors. Moi, je dis non. Moi, je dis non, ça ne sert à rien. Est-ce que ce n'est pas finalement aussi un problème d'orgueil? C'est-à-dire que on demande à l'enfant de sortir, ce dernier ne sort pas, on se sent un peu blessé dans son orgueil personnel. Alors, c'est justement ça le problème. C'est pour ça que je dis qu'il faut pouvoir se réapproprier de nos armes. Est-ce que, très honnêtement, et moi je le dis de façon détachée, est-ce que c'est mon rôle à moi, finalement, en tant qu'enseignant, de devoir mettre l'élève hors de la salle par force? Parce que je n'incarne pas aux yeux de l'apprenant en ce moment-là, cette figure d'autorité-là. Le surveillant de secteur ou le surveillant général, par contre, lui, il incarne cette figure. C'est pour ça qu'il a ce poste, il a ce rôle. Et donc, logiquement, dans les établissements un peu mieux structurés, il y a des carnets de notes pour écrire aux parents. Bien, bref, quand le parent répond et autres, on peut consigner dans le carnet de l'enfant. Mais dans d'autres cas de figure, vous allez simplement faire appel au surveillant, vous lui dites, écoutez, dans la salle de classe X, il y a un élève du nom de tel qui m'empêche de faire le cours. Qu'est-ce que je dois faire? Le surveillant, ou alors les surveillants, prendront la responsabilité de venir mettre l'élève dehors. Vous, en tant qu'enseignant, vous êtes protégé. Vous ne vous êtes pas ridiculisé. Vous comprenez ce que je veux dire? Non seulement vous êtes protégé, parce qu'effectivement, vous pouvez aller vers l'enfant et il a un poignard et il a une lame. Et donc, il vous fait quelque chose. Il représente désormais un danger. Oui, par instinct de défense. Par contre, maintenant, est-ce qu'on va me dire, est-ce que le surveillant général, comme je dis, ça peut paraître simple ce que je dis, mais les enfants comprennent et respectent les figures d'autorité. Vous allez difficilement entendre qu'un enfant s'est battu avec un proviseur ou avec le principal. Oui, difficilement. Oui. Donc, les enfants connaissent les figures d'autorité. Quand vous voyez un enseignant sympathiser, entre guillemets, d'une certaine façon avec les apprenants, ben c'est d'ailleurs normal, puisqu'il y a une certaine forme d'immédiateté qui fait effectivement que, ben, voilà, ils sont avec ces enseignants au quotidien. Et donc, cette forme d'immédiateté-là a pour risque que parfois les enfants peuvent s'égarer. Est-ce qu'on n'a pas l'impression finalement, parce que c'est vrai, vous dites que les parents doivent s'associer dans ce processus, ce travail d'assainissement du milieu scolaire, éducatif, de la violence, est-ce qu'on ne le demande pas trop par l'enseignant? Parce qu'il se trouve que quelquefois même les parents arrivent à l'établissement scolaire, menacer un enseignant qui aurait demandé à un élève de sortir. Est-ce que finalement il n'y a pas un peu trop de poids sur la tête de l'enseignant? Oui, ça ce sont aussi des dérives qu'il faut dénoncer. Non seulement là, c'est une dérive qu'il faut dénoncer parce qu'effectivement, un parent, comment je veux dire ça, il usurpe un titre qui n'est pas le sien, c'est-à-dire qu'aller menacer une autre figure d'autorité, ce n'est pas son rôle. Donc, ça c'est un problème. Un parent qui donne caution aux agissements ou alors aux actes de son fils ou de sa fille en allant menacer un autre enseignant. Ça, c'est un gros problème. C'est un problème qu'il faut dénoncer. J'ai d'ailleurs écouté
pour m'en offusquer, une vidéo une fois, j'avais écrit un texte dessus où un parent était en train de menacer un enfant, je ne sais pas trop de quoi, parce que l'enfant n'avait pas fait, était en train de menacer l'enseignant, pardon, parce que son enfant n'avait pas fait le devoir et l'enseignant avait puni l'enfant. Et voilà, il disait, le parent en question disait à l'enseignant que si jamais il punissait encore son enfant, l'enseignant allait voir pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé à travailler dans ce centre-là, dans ce lycée-là. Oui. Ça, effectivement, ce sont des choses à dénoncer. Au même moment, il y a aussi d'autres points à dénoncer, c'est-à-dire que le parent qui estime que parce qu'il a déjà payé l'école de l'enfant, ben, il a tout fait. Donc, ça veut dire que quand on organise quand l'APE essaye de convoquer les parents pour qu'ils viennent effectivement voir ce que leurs enfants font à l'école, le parent il va te dire très clairement, moi j'ai déjà payé l'école, ça me suffit, vraiment, faites votre travail. Faites votre travail. Alors, finalement, le traité de non-violence, apparemment, c'est 3 niveaux de responsabilité. On a d'abord au niveau familial, on a l'encadrement au sein de l'école. Alors, le troisième, notamment, c'est à quel niveau? Alors, le troisième volet, c'est essayer de faire des propositions. Mais les propositions, je me suis vraiment, je ne vais pas dire attaqué, je me suis vraiment appesanti sur la place et le rôle des enseignants. Parce que pour cette fois, je me suis vraiment vu dans la peau et dans la posture de l'enseignant qui va subir un acte de violence. Ou alors dans la peau, ou alors je me suis projeté un élève normalien qui va sortir de l'école dans quand je dis de l'école, je veux dire de l'école normale, dans quelques semaines et qui sera affecté dans une zone, disons, à risque, entre guillemets. Et je me suis dit, à celui-là, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais dire à ce jeune normalien-là, Comment est-ce que celui-là ou celle-là devra se comporter en classe pour ne pas avoir à subir, par exemple, ce que Tchakounte a subi? En tout cas, la réflexion est menée dans votre ouvrage. Oui. Et donc, c'est à ça que j'ai consacré la troisième partie. De vraiment essayer de réfléchir sur une sorte de guide. Je me dis, un normalien qui sort de l'école normale, qui lit mon livre, uniquement cette troisième partie, va voir un guide où j'énumère point par point ce que je pense être nécessaire et être possible pour pouvoir incarner réellement la figure d'autorité et maintenir quand même les apprenants à une certaine distance de nous pour ne pas arriver à des actes de violence enseignants-élèves. Mathieu et David, merci d'être passé à la radio. Merci beaucoup. On conseille vivement aux auditeurs, enseignants ou pas, d'aller chercher votre livre et ce sera certainement un plus en ce qui concerne la violence en milieu scolaire. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ah, pas laisser. Ok, ça va.